Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ce soir, jeudi, ça va être une semaine. Ça fera une semaine que Israël a lancé ses attaques sur l'Iran. Une semaine qu'effectivement, élimination de tout un corps des gardiens de la Révolution, en tout cas des chefs d'état-major, élimination de sites nucléaires, ou en tout cas beaucoup des attaques continues de sites économiques, gaziers, pétroliers, et ça avait commencé avant, bien sûr, on se rappelle de ce qui s'est passé en avril 24 avec l'annexe du consulat iranien à Damas en Syrie. Ismail Haniyeh, l'un des chefs du Hamas, avait été effectivement liquidé alors qu'il était à Téhéran. L'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, les proxys, effectivement, Hezbollah et Hamas. Et puis là, on se retrouve effectivement devant l'affrontement, on va pas dire la lutte finale, l'affrontement effectivement des deux ennemis qui se considèrent comme mortels. En tout cas, les gouvernements se considèrent que l'autre est un ennemi mortel, Israël et l'Iran. Pour l'Iran, Israël est le petit Satan, l'Amérique est le grand Satan. Pour Israël, l'Iran veut les éliminer. Et voilà, lutte de survie, lutte existentielle. Père de Jonc, bonjour. Bonjour. Colonel Perjon, vous êtes ancien colonel des troupes de marine et vice-président du think tank Thémis. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde un peu, quand on se contente de regarder évidemment les nouvelles, que ce soit la radio et la télévision, on a presque l'impression que ces guerres, maintenant, aujourd'hui, durent quelques jours, mais on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Que les guerres, c'est pas à vous que je le dirais, c'est des temps longs, avec des moments de paix, de trêve, entre deux reprises des hostilités. Mais comment on pourrait décrypter ce qui se passe aujourd'hui ? C'est très compliqué parce qu'en fait il y a des conflits qui se superposent, parce qu'il faut pas oublier l'Ukraine, faut pas oublier tout ce qui se passe à gauche à droite. Donc enfin on a une espèce de remise en cause de notre stabilité, celle qui avait été acquise en 1945. Ouais. Et donc on est dans une forme de déstructuration massive de l'équilibre, je dirais, mondial. Et donc la guerre entre Israël et l'Iran n'en est que la suite. Maintenant il y a un moment fatidique. J'aime bien rendre le truc linéaire parce que c'est vrai que si on essaie d'avoir, il faut essayer de comprendre la logique, et on voit que en Israël, le 7 octobre a été un élément déterminant, et qu'à partir de là, ils ont enclenché un processus de destruction de l'ennemi. Et coup de chance, Hamas, Hezbollah, oui, voilà, etc. En fait, le coup de chance en fait pour Israël, c'est qu'en fait les Iraniens n'ont jamais beaucoup investi dans leur armée. Par contre, ils ont investi dans leur capacité à faire des missiles. Mais comme ils avaient une armée qui était plutôt défaillante, qui était plutôt même obsolète. Ils ont pas d'armée de l'air, par exemple. Alors, ils avaient bien fait monter en puissance un corps politique, qui était les gardiens de la Révolution, mais qui est un corps politique. En gros, 40% des activités économiques de l'Iran sont gérées par les gardiens de la Révolution. Fait, oui. Ils ont des usines, bref. Donc on voit qu'ils n'étaient pas structurés globalement pour résister à Israël. Donc ils ont créé ce qu'on appelle des proxys. Donc ils ont mis en place encore une fois des faire-valoir ou des proxys Hamas, proxy Hezbollah, proxy Houthi au Yémen. Exactement, et le proxy en Syrie, les proxys avec les chiites en Irak, etc. Donc, il y a ce système-là. Et qu'est-ce qui se passe le 7 octobre ? En fait, Israël décide de les détruire les uns après les autres. C'est pour ça qu'on est surpris lorsqu'ils rentrent à Gaza. Après, on les dit, tiens, et après, ils font le Hezbollah. On dit, c'est pas possible. Ils vont pas oser. Ils le font quand même. Et en fait, le fait du Hezbollah est incroyable, parce que cette destruction, 3000 blessés d'un coup, je sais plus combien ça, avec les beepers, etc. Une histoire de fou. Donc, bilan, en Syrie, où il y a le Hezbollah, ils viennent renforcer les Libanais, mais le problème, ils abandonnent la Syrie. À ce moment-là, vous avez les Turcs qui déboulent à Damas. Donc, en fait, tous déstabilisés. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Le coussin qu'avait mis en place l'Iran au fil des années, qui est un coussin protecteur, parce que l'outil opérationnel iranien était un outil, décalé quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils avaient un outil qui permettait en fait de déstabiliser tout le monde en disant attention, si vous nous touchez, on a tout un système un peu bizarre qui peut éventuellement vous déstabiliser. Nous n'avons pas effectivement les armes pour nous-mêmes, mais nous avons des tas de petites personnes qui travaillent pour nous, et attention, vous faire mal. Au nom du terrorisme, parce que au nom du terrorisme. Donc bilan, ça fonctionnait, puisque personne ne bougeait un cil, et tout le monde pensait qu'Israël n'oserait jamais. Et c'est vrai que l'élément déclencheur du 7 octobre fait que là, ils sont en traitement, ils traitent le sujet. Donc, ils vont aller jusqu'au bout du traitement du sujet. Le problème qu'on peut reprocher éventuellement à Israël, c'est qu'ils vont le traiter militairement.
Et là, c'est un peu le sujet, c'est qu'en fait, l'Iran, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Irak, on n'est pas en 2003. L'Iran, c'est un pays bizarre, un pays avec des caractéristiques. Donc, encore une fois, on peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie vibration autour de ça. C'est que le fait que l'Iran, qu'on puisse considérer que l'Iran chute demain matin, me paraît absurde. Alors, je pense qu'effectivement, là, on est lancé, il faut leur péter tout leur système nucléaire. On va pas recommencer dans 3 mois. Parce qu'aujourd'hui, très concrètement, ils ont la capacité. Ils vont pas tuer tous les ingénieurs, ils vont pas tuer les papiers, ils vont pas tuer la documentation, ils vont pas tuer le bachin. Donc, quelque part, la capacité de le faire, ils l'ont. C'est fini, ils ont appris, terminé, ils le savent le faire. Donc maintenant, ce qu'il faut trouver le système dans lequel les Iraniens vont accepter, et avec des contrôles, etc., de ne jamais avoir l'armement nucléaire. Oui, mais colonel Père de Jonc, je reviens juste à ce que vous avez dit avant. Vous dites effectivement, ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas l'Irak, et certes, ça n'a rien à voir. D'abord, on voit pas les troupes débarquer en Irak, en Iran, comme ils ont débarqué en Afghanistan, en Irak. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, parce qu'on entend, alors vous allez me dire que ce sont les Iraniens de l'extérieur, mais même à l'intérieur, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une possibilité, je ne dis pas en un tour de main, qu'il y ait une société iranienne qui soit prête, vous savez, à un moment donné, quelqu'un s'en va, et puis... Je pense à quelque chose, vous allez me dire comparaison n'est pas raison, mais enfin moi je pense à l'exemple effectivement de la Russie. Qui aurait pensé que l'URSS serait effondré sans un coup de feu en 1989-90. Est-ce qu'aujourd'hui, sans encore une fois comparer quoi que ce soit, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un phénomène similaire qui fait que si l'ordre des mollahs, enfin la hiérarchie des mollahs ou la monarchie est en tout cas éradiquée ou en tout cas très 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 affectée, il ne peut pas y avoir de structure en remplacement à votre avis dans un avenir prévisible? Alors c'est vraiment la question d'actualité, parce que là on est en plein dedans. Effectivement, il y a peut-être une possibilité. Les discours officiels, pas européens tellement, mais Israël, un peu les Américains, ils font passer des messages comme quoi éventuellement pourrait avoir une espèce de génération spontanée, en Iran, qui est comme une population qui est maltraitée, qui est massacrée. Je veux dire que le nombre de morts pendus, etc. Ça se les femmes, etc. C'est complètement sidérant. Enfin, c'est un monde de dingue. Donc le problème, c'est que c'est une population qui est asservie, qui a la trouille pour faire court, donc qui est contrôlée, qui est archi-contrôlée. Donc le problème, cette guerre aujourd'hui, elle ne tue pas les gardiens de la révolution. Elle tue de l'infrastructure, elle casse l'infrastructure, elle casse des immeubles. Alors on va les étêter. C'est vrai qu'on a assisté à une espèce de désintégration fonctionnelle dans le début de la guerre. Jeudi dernier, vendredi dernier. C'est quoi? Ils ont essayé de couper le truc parce que c'était le minimum syndical pour prendre le contrôle. Mais derrière, on voit pas apparaître en fait quelque part une génération qui serait capable de reprendre les rênes. Alors on a bien vu hier le fils du Shah qui a commencé à communiquer à partir des États-Unis. Mais quelle crédibilité il est là, je ne sais pas. Donc les Iraniens, je suis pas sûr que ça fonctionne. D'autant que nous, on a un autre problème, c'est que les Occidentaux, on pense toujours que lorsqu'on va supprimer on va enlever le dictateur à la tête du pays, on pense que naturellement, de façon spontanée, il y a une génération qui arrive derrière, puis c'est neuf avec des fleurs, etc., et que la démocratie arrive naturellement. C'est très américain, ça. On l'a vu dans tous les pays où on a été. Les nation building, ils appellent ça. C'est pathétique, parce que ça ne marche jamais. L'Afghanistan, on a essayé de le faire, on libérait Rappelez-vous, la guerre en Afghanistan, on partait libérer les femmes. Vous avez vu où elles sont, les malheureuses, elles sont enfermées à triple tour. Alors l'Irak, c'est la même chose. La Libye en 2011, avec les Français en tête, même chose. C'est un désastre. Pourquoi? Parce qu'on juge, on veut traiter le problème militairement. C'est qu'on casse, donc c'est militaire, on va gérer ça militairement. Et en fait, on a toujours l'exemple de 45, quand les Américains gagnent la guerre, c'est militaire, on pète tout, les Allemands bougent plus un suite, etc. On impose la paix. Mais on n'est pas en 45. Le monde n'est pas sur la même chose. Vous le disiez fort justement dans l'introduction. Ça bouge, ça va, ça change, ça évolue. Et aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel les Occidentaux sont pas à l'aise nécessairement. Parce que les Russes ont réussi ce truc absolument incroyable. Poutine, en fait, grâce à cette espèce de domination culturelle ou intellectuelle que les Russes ont, grâce aux Chinois, dans une espèce d'alliance formidable qu'ils font entre Pékin et Moscou, aujourd'hui, avec le Sud global, ils regardent les Occidentaux d'une façon particulière. Très différente, c'est clair. Alors, disons, vous voulez recoloniser, on est perçus comme des recolonisateurs. Sachant qu'on a 3 vecteurs aujourd'hui pour recoloniser. C'est 1, l'écologie, 2, les droits humains, et 3, le gender et tout le bazar, LGBT, etc. Donc, quelles armes de colonisation. Et oui, mais n'empêche que... Et donc, moi, je vais en Afrique régulièrement, et ils me disent, mais vous êtes complètement zinzin, arrêtez tout. Et le problème que nous, on a, Européens, en Afrique, est lié aussi en partie à ça, parce qu'on est assimilés à cette mécanique, je dirais, occidentale. Et les Israéliens ont ce problème-là. C'est qu'ils sont considérés comme étant... Parce que les Occidentaux, c'est quoi? C'est les 32 pays de l'OTAN, c'est Israël, ensuite c'est le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, accessoirement
notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est ça l'Occident. Un peu d'Amérique du Sud avec l'Argentine et tout ça. Mais pas vraiment, parce qu'on voit que Lula, les BRICS, etc. Donc il y a une espèce d'adhésion globale quand même au monde, au Sud global. Donc encore une fois, on est très mal à l'aise de ça. Et en fait, encore une fois, Israël est le bras armé de ça. Donc c'est très compliqué. Et nous, Européens, on est très gênés. On aimerait trouver des solutions, etc. Et donc Israël, ils s'en foutent. Eux, ils ont un problème. Ils ont, comme vous le disiez en introduction, ils ont un ennemi mortel. L'ennemi mortel, tant qu'il n'est survie. Tant qu'il n'est pas par terre, on y va. Et la force, encore une fois, de Netanyahou, c'est qu'il a réussi à entraîner, peu ou prou, il a réussi à entraîner Trump dans la manœuvre. Alors on va en parler justement de quel rôle joue aujourd'hui Trump, quel rôle joue aujourd'hui Xi Jinping, et vous en parliez effectivement, colonel Perdue-Jonc, avec Poutine, et quel rôle jouent les Européens en général et Macron en particulier, parce que quand même on est concerné, comme d'habitude, pour le moment on est spectateur, mais quel spectateur engagé, passif ou résigné? On en parle tout de suite après cette petite pause, et on est avec le colonel Perdue-Jonc, et restez avec nous. Ça ne fait que... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Elle est moins grave, elle est moins sanglante, mais elle est tout aussi active. C'est la guerre de l'information, de la désinformation, des communiqués, de la communication, des éléments de langage. Colonel Perdue-Jonc, justement, et regardons un peu les acteurs, non pas les acteurs israéliens ou iraniens, là, qui sont effectivement sur le front, mais les acteurs américains, russes, européens, français. Et dans le déluge déclaration, on a vu ce que disait Trump, et je voudrais avoir votre avis. Par exemple, Trump qui passe son temps à dire, oui, écoutez, il y a que moi qui va décider, donc les autres ne parlez pas, et Macron, arrête de te faire de la pub, tu ne sais rien. Il dit à Poutine, écoute, Vladimir, t'es sympa, mais occupe-toi de l'Ukraine, et laisse-moi pour le reste, lâche-moi la grappe sur ce qui se passe là, etc., etc. On a entendu aussi les Européens, et je voudrais savoir ce que vous pensez de colonel Perdue-Jonc, des déclarations notamment de notre président Emmanuel Macron dans cette phase-là depuis une semaine. Alors, pour nous, Européens, c'est un peu l'heure des bilans, parce que jusqu'au 20 janvier, on espérait avoir, un allié américain qui continuerait de financer notre propre défense. Et ça fait longtemps qu'on le fait plus. Avec un bémol pour les Français, qui ont toujours été quand même, grâce au général de Gaulle, ont toujours été relativement autonomes, donc on investissait un peu plus que les autres. Et c'est un peu l'heure des bilans, parce que patatras, Trump arrive et il parle de quoi? Il parle du Groenland, il parle du Canada, de Panama, et puis il parle du Mexique, mais il parle pas de l'Europe. Et puis quand il dit l'Europe, il dit non, vous m'intéressez pas à ce que fait Xi Jinping avec l'ASEAN, hein, il parle pas à la multilatéralité, lui il parle avec les chefs d'État. Donc bilan, les Européens n'avaient pas prévu ça, d'autant que le président Macron est quand même assez pro-européen, donc il pensait bien pouvoir mettre von der Leyen, qui a toujours pas vu, à l'heure où on parle, qui a toujours pas vu le président américain. Ce qui veut dire qu'il ne le verra jamais, 6 mois après, trop tard. Alors Mélanie s'est intercalée parce que chacun joue sa carte. Bien donc sûr. La brillante Mélanie, parce qu'elle est quand même, elle est vive, hein, on va dire ça. Remarquable. Elle est vive, on va dire ça comme ça. Donc elle a pas raté le coche, donc elle y a été, elle doit l'appeler toutes les 30 secondes, elle le voit, donc elle occupe le terrain. Après, le problème, encore une fois, c'est que on voit bien que cette rétraction américaine, le fait que les Américains considèrent que l'Europe doit gérer sa défense, encore une fois, on aura des résultats le 23-24 juin à La Haye, au grand sommet de l'OTAN. Ouais, là, très important, là, le 23-24 juin, oui. C'est l'heure des bilans, il va dire, 5%, quelles sont les échéances? Combien vous payez? Parce qu'on parle de la France 30 secondes, le problème c'est qu'on va faire comment? Parce que vous voyez bien qu'au mois d'octobre, il va y avoir un débat sur le budget, on cherche 40 milliards, on les a pas. Là, il va falloir, parce qu'il faut savoir que même si on l'échelonne sur un certain temps, 5%, donc on est à 2%, 3%, on va dire même sur 5 ans, ça fait 0,5% par an, ça fait 10 milliards de plus par an. 10 milliards de plus par an. 10 milliards, si on veut atteindre, dans une perspective à 5% dans les 5 ans, à peu près 10 milliards de plus par an. C'est quand même pas mal, je veux dire, c'est pas rien. Et là, je fais une cote mal taillée à 10 milliards. Donc le problème, c'est que on est affaibli par la division, parce que je vous le disais tout à l'heure, et puis rappelons également Merz, le nouveau chancelier allemand, qui dit noir sur blanc, il dit, sur la guerre en Israël, il dit, Israël fait le sale boulot pour nous tous. Et en même temps... C'est intéressant, parce que c'est le seul qui dit ça et qui reconnaît ça, en tout cas. Parce qu'il a parlé le premier, il n'a pas entendu les autres. Et en fait, le président Macron, 2 heures après, il dit non, pas du tout, c'est n'importe quoi, on arrête de bombarder. Donc le problème, donc l'Europe se présente en ordre très dispersé.
d'habitude. De toute façon, même sur l'Ukraine, on est dispersé. Pourquoi? Parce que les préoccupations sont pas les mêmes, l'histoire n'est pas la même, les budgets sont pas les mêmes. Il y a plein de choses. L'Europe n'est pas unie. Et puis c'est impossible à faire à court terme. On peut imaginer une Europe, je sais pas, je le dis souvent, dans un siècle. Il fait des 100 ans pour construire un truc, mais ça va pas le faire comme ça. Donc quel est le problème? On a une espèce de ventre mou européen au milieu de tout ça. Et puis Trump nous dit, écoutez, l'Ukraine, bon, ça m'intéresse plus. Gérer le truc. Alors, ben non, mais comment on fait? Et bien du coup, on a une grotte, vous voyez ce que je veux dire? Et dedans, on voit les 2 yeux brillants. Et le gars, il sort et c'est Poutine. Et Poutine, il dit non, bougez pas, je vais vous expliquer les enfants. Donc on a un problème avec les pays baltes, par exemple. Quand vous regardez une carte, vous vous rendez compte qu'on a accepté que la Finlande et la Suède rentrent dans l'OTAN. Donc on a rendu la mer Baltique totalement otanienne. Le Russe, il dit mais par où je passe maintenant? Parce que dès qu'il y a un bateau russe qui passe, on les accuse de tout, etc. Le deuxième point, c'est qu'on a réussi à créer en 1945 les conditions de 1918. C'est qu'avant, il y avait le couloir de Danzig et maintenant on a Kaliningrad. Donc on a dit aux Russes, vous mettez là, vous avez accès à rien, parce que le couloir de Suwalki, c'est rien du tout. Ouais, vous n'avez accès à rien, restez chez vous. Et puis Kaliningrad, donc il y a le bateau. Le problème, c'est que la mer est otanienne. Donc le problème, maintenant, il regarde une carte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la mer Baltique qui est otanienne, il voit Kaliningrad, il voit la Biélorussie qui scotche 3 petits pays qui sont les pays baltes. Et lui, il se rappelle du Kosovo, Poutine. Après 98, quand le Kosovo devient indépendant, donc on arrache le Kosovo à la Serbie. Alors encore une fois, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on est tous d'accord sur le principe, mais les peuples, les nations, si vous voulez, c'est la force qui compte, la morale, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a forcé les Serbes à se séparer d'une province extrêmement importante. Bilan. Sans l'accord de l'ONU, l'OTAN a attaqué absolument sans aucun accord de l'ONU. Européens, et on a bombardé Belgrade. Et ça, pour Poutine. 99. Exactement. Ouais. Et pour Poutine, qui arrivait à ce moment-là aux affaires, puisqu'il devient président mars 2000. Il dit, mais halte au feu, qu'est-ce qui se passe? Et il comprend qu'en fait, que les Européens, les Occidentaux, les Américains ont une stratégie. Donc tout ça fait qu'en fait, on n'a pas été correct, en fait, très concrètement avec les Russes. Donc aujourd'hui, on va le payer, de rubis sur l'ongle. Donc la facture va en train d'arriver, et c'est compliqué, nous, on veut être intégrés dans tout le bazar. Les Français particulièrement, nous, on dit, ben voilà, nous, on veut communiquer. Mais pourquoi on a choisi aveuglément, totalement, le parapluie américain? Sans se douter que les choses bougeaient, qu'il y avait les BRICS, qu'il y avait des bouleversements, que les plaques tectoniques bougeaient, etc. C'est la fable de La Fontaine. Alors là, c'est la fourmi et la cigale. Et nous, la cigale européenne, elle jouait du banjo. Et voilà, on a considéré que, au nom d'une espèce d'histoire traditionnelle, les Américains sont des Européens, ils viennent d'Europe. Alors, ils étaient un peu italiens, un peu irlandais, un peu ci, un peu ça, mais bon, c'est les mêmes. C'est vrai qu'il y avait une tradition wasp, comme on dit. Maintenant, vous avez une population mexicaine qui est en train de monter, qui est en train d'arriver, qui est déjà majoritaire. Bien sûr, black, mexicain. Puis les gars, puis Trump, ils s'en fout, lui. Trump, il arrive, lui, il est moitié écossais, mais lui, il s'en fout. Tant qu'il peut aller faire du golf en Écosse, il va le faire. Donc lui, il a une vision d'homme d'affaires. Lui, c'est rentable ou c'est pas rentable, point final. Donc voilà. Mais pourquoi nous, on va payer tout alors qu'on ne paye pas? C'est dingue. Mais en même temps, quand on l'analyse vraiment, moi, je suis un Européen et je suis moitié hollandais, moitié français. Donc, mais ça me parle, l'Europe. Mais je me dis, mais oui, mais c'est quand même incroyable qu'on ait accepté une forme de domination. Mais en fait, on était bien paisible avec ça. Et ça, c'est préoccupant. Et c'est préoccupant. Moi, je commence à avoir de la bouteille, donc ça va. Mais pour les générations futures, que va devenir l'Europe dans le monde qui est en train de se construire? Et à l'heure où je vous parle, je n'ai pas la réponse. Vaste question, effectivement. Je crois que très peu de gens ont la réponse. Merci, Père de Jong. Merci pour vos éclaircissements.